Hello! J'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre journée off pour la plupart. On va pouvoir terminer ensemble la blouse Jade, donc ça c'est cool. Il vous restera peut-être quelques petites étapes parce que vous avez vu que dans les précédents lives, je fais un côté et je vous laisse faire l'autre côté puisque la couture ça fonctionne souvent en miroir. Voilà, mais on va finir en tout cas les étapes ensemble. J'ai avancé aussi pour vous montrer la manche une fois qu'elle est montée, donc j'ai déjà monté une manche à ma blouse. Et on va monter ensuite ensemble là la manche de l'autre côté. Et je vais pouvoir m'attarder vraiment sur le montage des manches qui n'est pas quelque chose d'évident quand on débute. Ta grand-mère se connecte elle aussi? Non, je crois pas. Là, en fait, elle se connecte quand il y a ma maman uniquement, puisqu'elle n'a pas de tablette. Ils n'ont pas forcément internet parce qu'ils s'en servent pas. Du coup, c'est plus mes parents avec leur 4G qui se connectent généralement. Alors, quand on va monter la tête de manche, il y a deux petites... Enfin, c'est pas des options, mais... ça, c'est la manche classique qu'il y a sur Jade. Donc, vous voyez, il y a un petit jeu de fronce qui est concentré sur 2 cm, vraiment au niveau de la tête de manche. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelques petites fronces. Et sur une autre version de Jade, j'avais un peu écarté les fronces pour que ce soit un peu moins resserré et que ça tombe hop, pardon, comme ici. Donc, vous voyez, là, il n'y a plus de fronces. Ça tombe à plat. Donc je vais vous montrer maintenant sur le patron les petites adaptations qu'il faut faire selon l'option que vous voulez. Les deux sont possibles. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe un patron de manche. Je vais vous montrer sur le papier déjà parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec tout cela. Alors, généralement, vous avez sur votre patron donc plusieurs crans. Donc là, chez Apolline, j'indique tout le temps le cran d'eau. Le cran de devant, je ne le mets pas systématiquement. Maintenant, j'essaye de le mettre parce que j'ai vu que c'était une attente de votre part. Donc, j'essaye de le faire. Et vous avez ici un deuxième cran. Donc, en fait, c'est l'embu. Et pour résorber l'embu, donc c'est ce qui va en fait faire que votre manche ne va pas être tirée comme ça, que vous allez avoir vraiment la place de passer l'épaule à l'intérieur et d'être confortable. On utilise des fronces. Alors là, vous avez 2 repères donc pour l'embu, qui sont en gros comme ça. Et donc, si on fait ces 2 fils de fronce entre ces 2 repères, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait mieux les faire comme ça. Hop. Donc, si vous faites les fronces strictement entre ces 2 repères, vous allez obtenir donc des fronces très resserrées comme ça, qui font une tête de manche avec un petit peu de fronce. Moi, j'aimais bien, je l'ai conçu parce que du coup, je trouvais que ça rappelait les petites fronces qu'il y a au niveau du buste devant. Voilà. Donc là encore, hein, c'est un choix de design. Mais si vous voulez, par exemple, des fronces moins resserrées et plus réparties sur la tête de manche, vous pouvez décaler ces repères en les redescendant, par exemple, de 6 cm, 5 ou 6 cm. Voilà. Donc vous prenez ici votre ligne et vous refaites un cran ici à 5 cm. Et un autre cran ici, de l'autre côté, à 5 cm. Comme ça, au lieu de mettre vos fils de fronce ici seulement, vous pouvez les répartir sur un plus grand volume de manches, ce qui aura pour effet de vous donner une manche avec un aspect très plat comme ça. Voilà. Je vous conseille de ne pas aller au-delà du cran d'eau, parce que là, il y a vraiment une courbe et le cran d'eau est vraiment calculé pour correspondre à un endroit spécifique du buste d'eau. Et en fait, vous pouvez faire ensuite varier un peu ce volume, mais pas trop, pour pas avoir trop de tissu qui se décale vers le devant alors qu'il devrait être au dos. C'est pour respecter un peu, on va dire, la répartition du volume au niveau de la manche. Donc voilà. Ces crans, on les reporte, c'est ce que je vous ai mis en story hier, on les reporte quand le tissu il est à plat. Voilà, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc moi, vous voyez, je les ai reportés en fait ici. Là, j'ai le cran de tête de manche. Alors, il ne se voit pas trop, mais il est ici. Et là, le cran de fronce sur le devant.
Donc je vous ai proposé hier en story d'assembler votre manche par des coutures anglaises. Et on va vraiment détailler on va dire le montage de la tête de manche. Donc je vais passer sous la machine ici pour piquer mes 2 fils de fronce entre ces 2 repères. Donc le repère au niveau du dos et le repère au niveau du devant. Je ne m'arrête pas au repère de la tête de manche. Les fronces, elles passent sur le repère de la tête de manche. Donc je vais passer sous la machine à coudre pour vous montrer tout ça. Donc pour les fronces, on a toujours le même réglage dont je vous parle depuis pas mal de temps. Donc c'est la longueur de point qu'on va ici agrandir et porter à 4,5. Je ne touche pas à la tension de fil pour les fronces. Je les laisse à 0, donc ça veut dire tension nulle. Et j'allonge juste ma longueur de point. Autre chose pour les fronces, on ne va pas faire de point d'arrêt comme on fait pour les coutures classiques. Vous pouvez faire vos fronces sur l'endroit ou l'envers de votre tissu. C'est vraiment, il n'y a pas d'importance. Et on va se placer, donc mon aiguille là, il faut qu'elle se place à 5 mm du bord de mon tissu. Donc je vais m'approcher un petit peu. Donc là je suis en marche avant, je ne fais pas mes points d'arrêt. Et je vais positionner mon aiguille. Alors là elle est un peu à 5 mm. Et je vais piquer mon premier fil de fronce. Alors pour coudre dans une courbe, vous pouvez donc coudre un peu. Dès que vous voyez que votre tissu il part comme ça et que c'est plus droit face à vous, vous plantez l'aiguille, vous relevez le pied de biche et vous pouvez faire pivoter votre tissu comme ça. Et dès que vous voyez qu'il y a une courbe qui se crée, on relève le pied de biche, on pivote le tissu, on redescend le pied de biche et on continue. Voilà. Et ensuite, je vais tirer mes fils, je laisse un peu de marge. Et là, j'ai fait mon premier fil de fronce. Hop. Il y a une alarme qui est en train de sonner dans le quartier. Et je vais ensuite coudre un deuxième fil de fronce qui va se situer à 2 ou 3 mm du premier. Donc, encore une fois, je suis en marche avant, il n'y a pas de point d'arrêt, pas de marche arrière. Et j'avance aussi doucement. Là, le principal, c'est vraiment de ne pas faire se croiser les fils de fronce, sinon ça va être impossible de réaliser vos fronces ensuite. Vous voyez les premiers fils de fronce, je les garde toujours bien sur la droite de ma machine pour pas qu'ils se prennent en fait dans les coutures, par exemple comme ça ou par-dessous. Gardez-les bien là. Ça vous permettra que rien ne se chevauche. Et comme pour le premier, donc, je tire un peu de fil de fronce, je laisse de la marge et je coupe. Tac. Et là, j'ai piqué mes fils de fronce au niveau de ma tête de manche. Voilà, ça ressemble à ça. L'idéal, c'est que les fils de fronce ils soient dans les 1 cm du rentré de couture pour ne pas transparaître une fois qu'on a cousu la tête de manche à l'emmanchure. Voilà. Donc très important, moi ce que j'aime bien dans le fait de mettre qu'un cran au dos, c'est-à-dire que là vous savez en fait, puisque vous avez reporté votre cran, où se situe le dos. Ce qui n'est pas toujours évident si on a un cran dos de ce côté et un cran devant ici, de savoir ensuite où est le dos et le devant. Donc ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais, c'est une petite croix sur l'envers au niveau du dos de la manche. Comme ça, je vais être ensuite en mesure. Donc pour savoir comment monter une manche, dans quel sens la monter sans se tromper, je vous conseille encore une fois de prendre le vêtement comme ça. Donc comme si vous alliez le porter. Donc vous positionnez le vêtement face à vous. Voilà, le vêtement il est face à vous, sur l'endroit. Votre manche elle est face à vous sur l'endroit. Et il faut donc que le côté qui est ici face à vous, donc le devant de la manche, ce soit pas le côté où vous avez la croix ou le cran, et que ce soit bien le côté du devant. Et donc le côté
qui se trouve face à mon plan de travail, donc le dos, il est là aussi. C'est le côté du dos qui est marqué donc à la fois par cette petite croix et par le cran. Donc vraiment votre manche à la fin, en fait les rentrées ils vont se rencontrer comme ça on va dire, mais du coup vous devez avoir vraiment presque une simulation de ce que ça donnera une fois cousu. Donc ça c'est une astuce pour que vous ne vous trompiez jamais du sens des manches, parce que c'est un peu embêtant de remonter ces manches. Donc on va passer maintenant à l'assemblage de la manche. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en même temps. J'ai ici, alors je vais essayer de ne pas faire de superposition. Tac. J'ai ici le trou, on va dire ça, de l'emmanchure. Donc là, j'ai ma couture de côté, donc c'est le côté du vêtement quand il est porté. Vous voyez ici, j'ai couché ma couture anglaise du côté du dos du vêtement. Et ici, j'ai ma couture qui se trouve au niveau en contrebas de l'épaule. Et ma couture d'épaule, c'est bien celle-ci. Hein. Voilà. C'est pas celle-ci. Je vous dis ça parce que ça va être important puisque cette couture d'épaule, c'est celle qui va correspondre à la ligne au cran de tête de manche qui se situe au niveau de la manche. Donc mon cran de tête de manche, j'ai fait un petit zigouillis au niveau des... Donc mon cran de tête de manche, il est là. Celui-là, il va correspondre ici à la tête de manche. Voilà. Donc, on va commencer. Enfin, c'est ma technique. Je trouve qu'elle est assez efficace, donc je vous propose de faire celle-là. On va commencer par assembler ici le côté de la buste, le côté du buste avec le côté de la manche. Donc, quand on a des coutures anglaises, le principe, donc là, vous voyez, je fais coïncider ma couture de côté de la manche avec la couture du côté du buste. Donc, il y aurait plusieurs solutions, en théorie. Ce serait de faire coïncider ici vos coutures, sauf que vous voyez que là, j'ai deux coutures anglaises l'une sur l'autre, et là, j'ai aucune épaisseur. Alors, ce que je recommande, c'est plutôt de mettre d'un côté la couture anglaise à gauche et de l'autre côté la couture anglaise dans le sens opposé. Comme ça, on répartit en fait les épaisseurs. J'ai la même épaisseur, donc à gauche et à droite. Et donc, pour faire en sorte d'avoir un bon raccord, c'est-à-dire vraiment des bons raccords entre les différentes lignes de côté, l'idée, ça va être ici de piquer. Donc, au niveau de la manche, vous piquez dans la couture. Et au niveau du côté du buste, vous piquez aussi dans la couture. Donc, il faut bien assembler ces pièces. Là aussi, il faut qu'elles correspondent en longueur. Mais si vous piquez dans les deux coutures comme ça, vous aurez forcément un beau raccord. Et je vais vous le montrer. C'est pour ça que j'ai monté la première manche. Vous voyez, l'idéal, c'est d'avoir... Alors là, il y a un petit décalage minime, mais d'avoir vraiment les coutures qui vont correspondre. D'avoir un beau carré, on va dire. Voilà. Et pour y arriver, je trouve ce qui est le plus simple, c'est effectivement de piquer donc dans le sillon de la couture des deux côtés. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, hein, si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal. Ce que vous pouvez faire pour sécuriser aussi, c'est épingler votre rentrée ici. Donc pour qu'il reste bien à gauche, vous pouvez mettre une deuxième épingle ici. Tac. Et également une épingle de l'autre côté, hein, pour que les rentrées de couture restent bien en place et que donc votre volume donc réparti à gauche et à droite soit bien intact. Voilà. Donc ça, c'est la première étape quand on assemble un vêtement. Donc là, j'ai épinglé le côté du vêtement avec le côté de la manche. On va ensuite, donc là je suis toujours sur l'endroit, prendre son repère de tête de manche, donc moi il est ici, et on va venir placer ce repère de tête de manche au niveau de la couture d'épaule ici. Alors je vous avais expliqué, moi j'ai un petit décalage parce que je me suis plantée dans ma gradation. Donc ce que je vais faire, c'est juste le résorber. Donc je recoupe parce que j'avais en fait coupé une taille en trop au niveau de l'empiècement dos. Donc c'est pas grave. Et je vais donc placer mon repère de tête de manche ici
au niveau de la ligne d'épaule. Donc la ligne d'épaule, c'est pas celle où il y a les fronces, c'est celle d'en dessus. Donc pour placer endroit contre endroit, on va juste... Donc vous voyez, j'ai mes 2 pièces endroit face à moi. Ici, j'ai mon repère et je les positionne endroit contre endroit comme ça. Et je vais faire passer du coup le buste du vêtement vers moi. Comme ça, ici, j'ai bien mes pièces qui sont endroit contre endroit. Ici, j'ai l'envers du vêtement. Et ici, j'ai aussi l'envers, c'est-à-dire l'intérieur de la manche. Donc je replace bien mes crans pour qu'ils soient vraiment mis de manière précise. Et là aussi, je vais mettre une épingle. Hop, pour bien bloquer mon assemblage. Et là, vous voyez, si je défais, alors le faites pas, hein, gardez bien votre... vous voyez un semblant de manche qui est en train de commencer à s'assembler. Donc vous restez comme ça, hein. Surtout vous compliquez pas la tâche. Et on va venir ici froncer l'embut de la tête de manche, donc l'ampleur qu'il y a au niveau de la tête de manche. Pour froncer, vous allez ici prendre soit les 2 fils qui se trouvent, alors c'est toujours un peu technique à attraper, donc soit les 2 fils qui se trouvent au niveau de l'endroit, ou alors les 2 fils qui se trouvent au niveau de l'envers, mais pas un fil qui se trouve au niveau de l'endroit et un sur l'envers. Vraiment, il faut prendre soit les 2 du dessus, soit les 2 du dessous. Et on va venir froncer. Alors pour froncer, je tire sur mon fil et je fais glisser mon tissu comme ça. Voilà. Donc là, j'ai des fronces. Et donc, une fois que j'ai froncé mon volume, normalement, je vais pouvoir ici... Là, alors là, c'est le côté du vêtement, donc le côté du vêtement et le côté de la manche. Donc je vais faire correspondre les 2 longueurs. Donc je fais correspondre tous les morceaux. Et j'épingle tout le long. Tac. Donc je ne vais pas épingler jusqu'au bout. J'épingle, on va dire, jusque là. Donc je suis au niveau de l'empiècement. Et je vais ensuite ici passer de l'autre côté, donc au niveau du buste dos, de mon autre côté de fronce. Et je vais ici aussi froncer donc la tête de manche. Toujours sur l'endroit ou sur l'envers, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Là, mes 2 pièces, donc la manche et le buste, sont bien endroit contre endroit. Et ensuite, vous pouvez épingler des 2 côtés. Hop, là vous voyez, j'ai pas assez froncé. Hop. Il n'y a pas de règle au niveau des fronces. Si c'est sur les fils de fronce, vous pouvez froncer sur l'endroit ou sur l'envers. Il n'y a pas de règle. Là, j'ai un petit nœud au niveau de mes fronces qui s'est créé. Mais hop, en tirant un peu, ça a matché. Donc là, je continue d'épingler toute ma tête de manche. Je vais me retourner, comme ça vous allez voir au niveau de la tête de manche les fronces. Donc j'ai changé de sens. Hop. Et là, je vais épingler au milieu de mes fronces. Et ici, je vais épingler donc le côté dos. Donc là, j'ai toujours mon côté de manche. En fait, il suffit juste de faire coïncider les deux courbes ensemble. Tac, tout le long. Hop. Donc j'épingle assez régulièrement. Je dirais tous les 3-4 cm pour bien maintenir toutes les épaisseurs. Hop. Alors, il faut froncer de façon à ce que toutes vos pièces soient d'égale longueur en fait. Vous voyez, là, je répartis en fait les... Donc, si vous choisissez la version où il y a les petites fronces sur le dessus, donc c'est-à-dire la version originale du patron, les fronces, oui, elles sont assez rapprochées pour créer ce petit côté froncé vraiment uniquement sur la tête de manche. Il faut vraiment... En fait, le volume de fronce, il sert parce que la tête de manche, elle est plus grande que l'emmanchure. C'est-à-dire que la manche, si vous la mettiez bout à bout avec le buste, ça ne correspondrait pas. Votre manche, elle est beaucoup plus grande
que l'emmanchure, c'est normal, c'est pour justement apporter du volume à la manche et faire en sorte que vous allez être à l'aise quand vous allez plier le bras, etc. Donc on fronce de sorte que votre tête de manche, donc la manche, soit d'égale longueur avec l'emmanchure. Et vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Donc là, j'ai résorbé l'embu, donc les fronces, l'ampleur, les anses, et mes deux morceaux font exactement maintenant la même longueur. Du coup, est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez besoin d'autres interrogations sur ce sujet ou est-ce que je peux passer à la couture de la manche? Je vous laisse 3 petites minutes pour me répondre. Est-ce que vous pouvez faire, alors, en attendant vos réponses, vous pouvez terminer les fronces en faisant des petits nœuds. Donc en fait, ça permet juste de bien maintenir les fronces et de ne pas faire en sorte qu'elles dépassent en fait de faire en fait qu'elles ne se relâchent pas au moment de coudre. Donc ça, c'est important quand vous avez des fronces. Une fois que vous les avez bien placées, bien réparties, bien épinglées, vous pouvez ici faire des petits nœuds. Sans trop serrer, hein. Le but, c'est pas de rajouter de la tension au niveau de votre tissu. Donc vous faites 2 ou 3 petits nœuds. Et comme ça, les fronces, elles sont bloquées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ici, varier les fronces dans cet espace-là, donc l'espace de fronce. Mais sinon, non. Alors, j'ai plus comment dire, au niveau du cran du dos. Alors, la question c'est, hello, les crans de côté de la tête de manche doivent correspondre à quel niveau du buste? Alors, le cran dos, il doit correspondre à ce côté, donc c'est au niveau de l'empiècement dos. Et je fais bien des nœuds des deux côtés des fronces. Vraiment pour les bloquer de part et d'autre. Ok, super. Hop. Et donc là, je vais repasser sous ma machine à coudre pour vous montrer comment on coud la manche, ce qui n'est pas évident. Alors, vous pouvez garder votre point de bâti si vous souhaitez, dans un premier temps, vous assurer que vous cousez bien l'emmanchure au niveau de la manche. C'est-à-dire que tout coïncide bien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de bâtir et ensuite de recoudre par-dessus votre bâti à un point classique. Moi, comme je connais la blouse et le montage, je vais partir à mon point classique de base qui est 2,5. Voilà. Et je vais passer... Alors, pour la manche, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez enlever cette partie de votre machine et avoir ici juste... Alors, c'est ce qu'on appelle un bras, le bras de la machine à coudre. Et l'avantage du bras, c'est que vous pouvez insérer, ici vous voyez, l'emmanchure à l'intérieur. Ce que vous ne pourriez pas faire autrement. Donc je vous conseille quand même d'enlever le bras. Et alors moi je vais commencer ma couture. Hop. Je vais déjà bien coller mon masking tape pour pas qu'il m'embête. Et alors là j'ai posé mon pied de biche pour vous montrer où est-ce que je commence la couture. Alors je vais enlever la lumière parce que sinon vous ne voyez pas. Là c'est ma couture de côté du buste et de côté de la manche. Donc je commence juste avant cette couture. Vous voyez j'ai mes 3 épingles ici qui donc maintiennent bien les rentrées comme il faut. Je vais maintenant les enlever parce que ça fait quand même pas mal d'épaisseur à passer sous la machine. Donc je rallume pour vous montrer. Hein. Tac. Je mets ici mon point d'arrêt. Alors moi c'est un point de marche arrière, vous c'est peut-être un point d'arrêt, ça dépend des machines. Et on va commencer à coudre la manche. Donc ici aussi on fait 3 points d'arrêt. Je vais me mettre en vitesse lente, comme ça vous allez bien voir chaque étape. Ici, hein, je fais bien attention à ce que mes rentrées de couture anglaise soient de part et d'autre, donc une fois à gauche, une fois à droite pour bien répartir l'épaisseur. Je repasse en marche avant et je vais coudre. Donc je suis toujours à 1 cm du bord. Ici, j'avais placé mon masking tape au début de la couture de Jade.
Donc comme ça, c'est un masking tape qui est placé à 1 cm de mon aiguille. Comme ça, mon tissu, il n'a plus qu'à filer le long du masking tape. Hop, voilà. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de guider votre tissu de sorte qu'ici, ça soit toujours très plat. Parce que si vous avez un petit pli qui se crée comme ça, forcément, il va y avoir un pli sur l'endroit. Donc, on étale bien son tissu. On y va petit à petit. Hop. Vous pouvez ici, vous voyez, je dégage toujours le maximum de tissu devant moi pour avoir le plus droit possible en fait. Parce que la machine à coudre, c'est toujours plus simple quand c'est droit. Voilà. Et là, on va pas tarder à arriver au moment où ça se complexifie un peu. Donc vous voyez que j'ai toujours tiré le maximum, donc mon tissu vers moi. Et vraiment, ce qu'il faut ici, donc on arrive au niveau de la tête de manche, là où il y a l'embu, donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc c'est normal qu'il y ait des plis, hein, puisqu'il y a les fronces ici. Vous voyez, hein, c'est normal qu'il y ait des plis, puisqu'il y a les fronces. Et on va ici essayer de passer le plus calmement possible. Alors c'est un peu un acte de foi, hein, les fronces sont... Hop. Alors ce tissu que j'utilise, la question c'est ce tissu a l'air un peu glissant, le conseillerez-vous pour les débutants? Les crêpes de viscose, je ne conseille pas pour débuter parce que si vraiment vous débutez, moi je conseille toujours de prendre plutôt un coton, un satin de coton, un voile de coton, une gaze de coton parce que ça tient bien en place et effectivement c'est pas trop fluide comme celui-ci. La viscose, je le recommande plutôt sur des projets, projet numéro 1, projet numéro 2, projet numéro 2, 3, 4, peut-être pas pour le premier. Après, il attache quand même, c'est pas le plus fuyant. J'ai cousu des soies ou de la mousseline parfois, et là c'est vraiment un peu assez galère. Et vous voyez là, on a passé le... Ne vaut-il mieux pas avoir les fronces sous le pied de biche? Vous pouvez mettre les fronces sous le pied de biche. Si vous préférez, vous pouvez le faire. Moi je trouve que ça change pas grand chose en fait dans l'assemblage. Donc quand je mets mes épingles du bon côté, bah, je fais avec les fronces en face. Et si j'ai pas épinglé du bon côté, je garde les fronces dessous. Ça n'a pas une grande... je trouve que ça n'a pas une grande importance sur des toutes petites zones comme celle-ci. Celle-ci, elle faisait 2-3 cm au niveau de la tête de manche. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'arrive à ma couture qu'on a commencé tout à l'heure. Qui est là. Et donc je vais juste faire se rejoindre les coutures. Et je vais terminer ma couture avec des points d'arrêt. Et ensuite je coupe mon tissu. Voilà. Donc je vais enlever ici toutes mes épingles. Donc effectivement, hein, si vous voulez, vous pouvez... Alors, en fait, je crois que j'ai cousu dans ce sens, parce que c'est dans ce sens qu'on peut insérer la tête de manche dans le bras de la machine, et dans l'autre sens, c'est pas possible. Donc fatalement, effectivement, les fronces se retrouvent collées à la machine. Donc voilà. Et donc si vous repassez comme ça sur l'endroit, vous avez ici votre manche qui est montée. Hop. Alors il y a des petits fils qui ressortent des fois, c'est normal. Et voilà, bah justement, ici vous voyez que mon fil de fronce, il dépasse un peu au niveau de la tête de manche. C'est super fréquent et c'est normal. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est prendre un petit découvite, comme ça, et vous allez pouvoir ensuite
Hop, alors, tac, enlevez vos petits fils, mais sans... Alors moi j'utilise le découvite comme ça parce que franchement, je sais qu'il faudrait le faire comme ça, parce que du coup on n'a pas un bout qui pique. Donc le premier comme ça, mais en fait juste là ça passe pas quoi. Ça ne passe pas, il n'y a que le petit qui passe. Donc tac. Et une fois que j'ai enlevé les fronces, hop, je vais coudre avec je vais découper mon fil avec des tout petits ciseaux. Donc ça c'est quelque chose d'assez minutieux, il vaut mieux y aller très doucement. Hop, et ensuite parfois vous pouvez juste tirer sur les fils et ils vont s'en aller. Et parfois il faut les couper. Voilà. Et donc là j'ai ma tête de manche qui est montée avec le petit volume de fronce ici. Voilà. Et à l'intérieur, pour le moment, c'est pas très beau puisque on a notre rentrée de couture qui est à vif, ça s'effiloche, il y a des fils de fronce, bref, c'est pas le top. Alors au début, je pensais vous montrer comment on pouvait ganser cette couture. Ma réflexion, c'est un peu compliqué, donc je vais peut-être pas faire ça. Et ce que je pensais faire, c'est donc vous montrer... moi, je vais finir ce bord au surjet. C'est pas une couture qui va se voir à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc sur l'autre côté, j'ai fait un surjet. Hop, c'est pas très net là. J'ai fait un surjet hop, au niveau de la machine. Et je vais vous montrer plusieurs options. Donc, je vais rallumer de la lumière parce que je trouve qu'on est un peu sombre. Voilà. Donc je vais mettre ma machine, ma surjeteuse. Et je vais vous montrer comment on surjette. Alors je vais pas vous montrer l'enfilage parce que y a pas d'enfilage en fait sur ma machine à coudre, c'est automatique. Et ensuite je vais vous montrer sur des chutes de tissu justement comment on peut surjeter à la machine à coudre. Hop, je ramène ma surjeteuse. Tac. Alors j'espère que... Alors c'est un peu compliqué, je vais me décaler. Alors, je vais vous montrer, je suis en train de la brancher. Donc, tac. Voilà. Donc moi j'ai un modèle qui s'appelle Baby Lock. C'est un gros investissement. C'est bien parce que je travaille tout le temps en couture que j'ai investi parce que c'est pas une machine qui est très, très accessible financièrement. Mais l'avantage donc c'est que l'enfilage ici, il se fait automatiquement. On glisse le fil dedans, on appuie là-dessus et les fils ressortent ici avec un système d'air comprimé. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est enfiler ensuite cette aiguille, voilà, pour faire un surjet. Donc moi je surjette à 3 fils. 4 fils, c'est plutôt quand vous allez en une seule couture, donc surjeter vos bords et les assembler. Donc c'est souvent ce qui est utilisé quand on fait de la couture pour par exemple le maillot de bain ou du jersey. Voilà, toutes les coutures stretch, on va plutôt utiliser un 4 fils. Bonjour, j'ai acheté hier le patron. Ils disent de ne pas couper les côtés, il faut assembler côte à côte ou les mettre superposés. Il faut assembler les feuilles à 4 côte à côte. Il y a une petite vidéo donc dans la section Do It Yourself, enfin, de chaque fiche produit en fait. Vous avez une petite vidéo qui l'explique. Et c'est également sur YouTube ou alors dans mes IGTV. Le couteau est actif, oui. Mon couteau, il est actif. Le couteau, pour celles qui ne connaissent pas trop le mécanisme de la surjeteuse, le couteau, c'est ce qui va ici venir couper le tissu. Bien droit. Voilà. Donc, je lève mon pied de biche ici. Et je vais glisser mon tissu dessous. Alors, ce que je trouve un peu dommage avec la Baby Lock, et j'avais pas ce problème avec la PFAF. Avec la PFAF, on avait, comme pour la machine, en fait, la possibilité d'enlever le bras. Ce qui n'est pas le cas pour la Baby Lock, parce que du coup, c'est vraiment le système de surjet. Donc, on ne peut pas, comme sur la machine, enfiler la manche dans le bras de la machine. Il faut faire autrement. Donc, vous voyez ici, je pose vraiment un seul côté, hein, juste mon rentré. Je vais le glisser. Alors, j'aime bien partir au niveau du bas de l'emmanchure. Je vais le glisser ici
sous le pied de biche et je rebaisse mon pied de biche. Voilà. Et là, je vais tout simplement surjeter. Et vraiment, faites attention quand vous surjetez, il doit y avoir que l'épaisseur de votre rentrée de couture ici. Hein. Vous prenez pas le tissu par exemple comme ça avec... voilà, faut vraiment juste avoir le rentré face à vous. Tac. Alors moi j'y vais toujours doucement, j'ai trop peur. Je crois que c'est en train de vibrer pas mal. Je m'excuse pour la vidéo. Ça fait beaucoup de vibrations, une surjeteuse. Donc tac. Vous voyez, je fais toujours glisser le tissu vers moi. Hein. Hop. Tac. Et là, j'arrive au bout de mon surjet. Tac. Et alors là, je vais laisser un peu de marge. Tac. Et je vais vous montrer comment on peut finir un surjet. Parce que quand j'ai commencé à faire de la surjeteuse, j'ai jamais trouvé cette info. Et du coup, hop, je trouvais ça intéressant de vous montrer. Donc tac, j'enlève ma surjeteuse. Et je vais revenir ici. Voilà. Alors ça, c'est mon côté qui est donc surjeté. Et le surjet, à la fin, ça vous laisse une espèce de chose un peu comme ça. Et donc, je vais prendre une grosse épingle. Donc, vous voyez, cette épingle, elle a ici une ouverture qui est assez importante. Donc, c'est pas une petite épingle à coudre, hein. C'est une épingle guide, je pense. Ou une épingle à broder. Je crois que c'est le terme exact. Hop, et ici, je vais faire passer... Alors, je me suis plantée, donc faut pas défaire le surjet comme ça. Donc là, je vais faire passer mon surjet, je vais le réattraper ici. Donc voilà. Et ensuite, je vais faire passer l'aiguille dans le surjet comme ça. Tac. Alors j'aurais dû passer de l'autre côté. Vous voyez ici, mon aiguille, elle est dans le surjet. Donc vous faites passer sur 4-5 cm. Et ensuite, vous tirez, hop, doucement, hein, pas trop durement. Vous voyez que le surjet, là, il est emprisonné dans votre entrée. Vous coupez l'extrémité. Et du coup, vous avez une finition où il n'y a pas le surjet qui est en train de pendouiller, on va dire, au niveau de l'emmanchure. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est passer en revue donc mon emmanchure d'un côté, hop, puis de l'autre, pour voir si j'ai des fils à couper ou non, ce qui est souvent le cas. Voilà. Même si la surjeteuse généralement enlève les surjets peu désirés, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a fait notre manche et on l'a surjetée. Je vais vous montrer maintenant à la machine à coudre comment on peut faire remplacer un surjet. Donc j'ai ici des chutes de tissu et je vais replacer mon bras et vous montrer comment on peut ici surjeter. Donc là, moi ça se trouve ici, vous c'est peut-être sur le côté de votre machine, ça dépend. Vous avez les types de points. Donc sur cette machine PFAF, il y a plusieurs types de points pour faire un surjet. Le premier, c'est le point zigzag. Donc c'est un point qui va en zigzag, comme son nom l'indique. Mais j'ai aussi ici le point 19, qui est un point qu'on appelle à surjet. Donc je vais vous montrer avec le point déjà à surjet. J'aurais bien pris un bout de toile de patron parce que ça rendra mieux. Donc je vais couper de la toile ici. Surtout si vous essayez vous des cotons et tout, ce sera assez... Donc je vais prendre hop, un petit bout de toile. Et je vais vous montrer. Donc là j'ai un petit rectangle de toile. Et je vais sélectionner donc le point 4, qui est le point zigzag.
ce que vous pouvez faire, alors là vous avez, donc ici c'est la largeur du point. Vous voyez, plus j'appuie, plus le zigzag paraît important. Donc là il fait en fait 7 mm mon zigzag. Je trouve que c'est pas mal 7 mm, donc je vais le laisser. Et ici vous avez on va dire la longueur, à quel point votre zigzag va être rapproché, ou au contraire, enfin là il est de plus en plus rapproché, ou là il est de plus espacé. Alors ça c'est des réglages purement esthétiques pour avoir un joli surjet. Ça peut avoir un intérêt parfois quand on fait varier la tension de fil pour foncer un tissu, mais là comme je vous montre le surjet, je vais juste faire un surjet qui va être plus grand, comme ça, de 7 mm, et qui sera assez comparable finalement à ce que j'ai fait à la machine à coudre. Donc je place mon tissu, je vais garder 1 cm, voilà, à 1 cm du bord, donc là votre embouchure. Je fais mon point d'arrêt. Alors je suis pas sur la bonne pédale, je suis sur la pédale de la surjeteuse, ça n'a pas fonctionné. Alors vous voyez qu'en plus là, hop, j'aurais dû redécaler. Ce que vous pouvez faire quand vous utilisez un point zigzag pour être sûr du positionnement de votre aiguille, vous pouvez le faire manuellement. Donc au niveau de l'arrière de votre machine, vous avez une molette qui vous permet de monter et redescendre l'aiguille. Donc tac. Et donc là je vais voir, donc là mon surjet il va s'arrêter ici et ensuite il va commencer ici. Voilà, donc là je sais que je suis à la bonne distance. Donc je fais mes points d'arrêt et ensuite je repars en avant. Alors je vous conseille de faire plusieurs tests parce que vous voyez, là je trouve que le résultat il est pas top. Donc je pense qu'il y a trop de tension. Donc vous pouvez faire des tests. Si on met un surjet classique, donc celui que la machine a décidé, ça marche aussi. Et le rendu est presque plus joli, vous voyez. Hop. C'est plus esthétique. Donc ça, c'est un surjet qui peut être fait à la machine. Plus joli que ce que j'ai fait là. Et donc, une fois que vous avez surjeté, vous pouvez ensuite, si vous voulez, recouper ici. En fait, c'est ce que fait le couteau, hein. Vous pouvez ici recouper l'excédent de tissu au ras de votre point zigzag. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant le deuxième point de surjet qu'il est possible d'utiliser à votre machine. Alors j'ai vu passer une question qui disait c'est possible si la machine a un pied à surjet. Bah, si votre machine a un pied qui va avec le point surjet, effectivement vous mettez votre pied de biche spécial surjet, le résultat sera beaucoup mieux. C'est vrai que sur les pfaff comme la mienne, en fait ce pied de biche il est assez universel et on peut faire plein de points avec. Là je vais vous montrer ce que donne un pied surjet. Donc ça c'est le surjetage classique des machines pfaff. Tac. Vous voyez, ça donne une finition comme ça, qui est assez sympa. Et là, comme précédemment, hein, ensuite vous pouvez venir ici couper au ciseau à ras de la base du surjet. Tac. Donc là, vous avez un exemple de surjet à la machine à coudre. Et là, l'autre exemple, c'est celui du point zigzag, toujours à la machine à coudre. Donc la forme du surjet peut changer selon la marque de votre machine à coudre. Chez Pfaff, ça ressemble à ça. Alors je vous ai pas montré, c'est vrai, comment repasser votre manche une fois qu'on a assemblé le... Donc je vais le faire juste après. De toute façon, là on va avoir pas mal besoin du fer à repasser. Donc n'hésitez pas à le faire chauffer si vous êtes en train de faire en même temps que moi la couture de la blouse. Et je vais passer très vite en vue de dessus pour vous montrer une fois que tout le monde se sera reconnecté. Voilà. Hop. Là, je suis en train de couper des... J'en profite pour couper des petits fils qui restent. Et je vais vous montrer comment on peut repasser. En fait, le principe pour repasser une emmanchure ensuite,
ça va être de plaquer les rentrées côté buste et pas côté manche. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça juste après, hein, vu qu'on va se servir beaucoup du fer pour cette deuxième partie de cours. Hop, je vois d'ailleurs que j'ai encore des petits fils de fronce ici qui ont résisté au découvite. Tac. Voilà. Ok. Hop. J'attends que tout le monde se connecte. Et on va reprendre là où on s'est arrêté. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait un ourlet classique. Donc à la fois au bas de la blouse et un ourlet classique au niveau des manches. Vous allez voir que le principe, c'est exactement le même. C'est juste au moment de passer à la machine à coudre que la position du tissu va changer. Donc je préfère vous montrer les deux plutôt que de vous laisser galérer à faire notamment celui de la manche qui est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, hein, c'est juste il faut savoir comment le prendre et dans quel sens. C'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en vue de dessus. Le principe, c'est qu'on va repasser les rentrées de couture. Donc du côté du buste devant et dos. Hein. Donc ici. Donc moi j'utilise une Jeannette là pour ces do it yourself. C'est pas le plus simple parfois. Notamment pour l'ourlet de bas de vêtements, je pense que je vais un peu galérer. Mais au pire je repasserai sur la grande planche si c'est trop compliqué. Donc ça c'est juste une option de finition. Une fois que vous avez assemblé votre manche, surjeté, vous pouvez repasser les rentrées de couture côté buste et pas côté manche. Voilà. Donc, hop. Tac, tac, tac. Ça, c'est vraiment pour des finitions, on va dire, parfaites. Et ça me permet de vous montrer. Ici, vous voyez, ça, c'est avec les coutures anglaises. Donc, vous avez bien ici une couture anglaise qui est à gauche, une couture anglaise qui est à droite, ce qui permet de répartir le volume. C'est ce que je vous ai expliqué dans le précédent live. Tac. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'ourlet de bas de vêtements pour commencer. On va commencer par le plus facile. Donc, vous prenez ici. Je vais prendre, je pense, ma Jeannette dans ce sens pour vous montrer. Tac. Donc, vous avez ici votre vêtement. Ça, c'est la patte de boutonnage. Donc, vous avez votre vêtement ici qui est positionné sur l'envers. Et le principe de l'ourlet, c'est donc qu'on va replier une partie donc, de la blouse vers l'envers du vêtement. Et on replie une valeur de... Alors, techniquement, c'est 3 cm. Oui, je vais vous le faire à 3 cm. Voilà, ça vous permettra d'avoir une bonne valeur qui est facile ensuite à replier. Donc, vous marquez ici vos 3 cm et vous repassez sans vous brûler. Vous voyez, ça c'est ma petite marque de hier quand je me suis brûlée au fer. Et ça c'est le four. Voilà, je suis la spécialiste de la brûlure. C'est une cata. Et je vais donc ensuite replier cette valeur de 3 cm tout le long. Tac. Et ça, on le fait tout le long de la blouse. Donc c'est là où il faut faire attention à ne pas trop se brûler. On y va petit à petit. J'ai l'habitude, mais je crois qu'on est une famille qui aime bien jouer avec le feu. Ma mère est aussi la spécialiste de se brûler à la sortie du four parce que, en grande warrior que nous sommes, nous ne mettons jamais les gants et juste le torchon là, et bon un coup sur deux, forcément, on se brûle. Voilà, c'est clairement pas quelque chose à faire, mais ça c'est une mauvaise habitude que j'ai pris
de ma maman. Alors là, j'ai un petit décalage. Ça arrive si par exemple vous n'avez pas strictement découpé vos pièces de la même manière. Donc vous rendez le truc droit. Tac. Et on continue donc de faire son repli de 3 cm. Faites en sorte, quand vous... Oui, il y a aussi des règles à ourler qui existent. Faites en sorte, quand vous faites l'ourlet, que vos rentrées de couture, ils doivent à peu près se rencontrer comme ça. Et là, je vais terminer. Donc oui, il y a des ustensiles qui facilitent ça. Moi, je le fais à l'ancienne. C'est vrai. Donc ça, c'est le premier repli de l'ourlet. Donc vous voyez, j'ai marqué mon repli de 3 cm sur toute la longueur. Et on va venir ensuite... Alors là, j'enlève parce qu'il y a un petit peu d'excédent au niveau de l'entoilage. On va ensuite venir replier, tac, l'ourlet à l'intérieur du repli. Vous voyez, je vais replier mon tissu à l'intérieur du repli. Et je repasse. Comme ça, l'avantage de cet ourlet, c'est qu'on a un bord qui n'est plus à vifre à l'intérieur. Tac. Alors effectivement, on peut aussi, ça c'est une bonne astuce, on peut faire une réglette à ourlet à partir d'un morceau de carton épais. On n'est pas obligé d'acheter une ourlet. On le fait donc de la largeur de la valeur de l'ourlet, donc ici 3 cm. Et ça va permettre de marquer le premier ourlet de manière plus facile. Effectivement, c'est une très bonne astuce. Donc là, c'est un travail qui peut être un peu long, mais aidez-vous bien de votre fer à repasser. Et vous voyez, j'épingle cette fois dans ce sens. Donc j'épingle dans le sens où je vais coudre en fait après, pour bien maintenir toutes les épaisseurs de tissu. Alors effectivement, sur les tissus pas très rigides comme mon crêpe de viscose, c'est un peu moins facile d'avoir un résultat strictement droit que sur un coton qui, lui, va vraiment bien marquer le pli et avoir de la tenue. C'est vrai que le crêpe de viscose, c'est pas un tissu qui se tient. Donc voilà. Hop. Voilà. J'épingle tout le long. Donc si vous repassez bien, normalement, votre ourlet il va bien tenir en place. Certaines personnes diraient qu'il ne faudrait pas épingler le tissu comme ça tout le long, mais que si on repasse, ça suffit à bien positionner les pièces. Alors certainement, mais dans le doute, moi j'ai appris à épingler, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu la base. Voilà. Tout dépend après du type de tissu avec lequel on travaille. Voilà. Donc là, je continue à marquer mon ourlet tout le long. Alors, ce qu'il est possible de faire, ce que j'ai pas dit, au niveau des coutures de côté, si vous trouvez qu'il y a trop d'épaisseur, alors moi, sur ma viscose, elle est tellement fine que c'est pas la peine. Vous pouvez, donc au niveau de la partie qui est repliée, vous pouvez ici diminuer les rentrées de couture. Moi, je vais pas le faire ici parce que c'est pas nécessaire. Hop. Mais si vous avez un tissu un peu plus épais et que vous avez fait une couture anglaise, ça peut être une bonne solution pour diminuer l'épaisseur au niveau de votre ourlet. Et bien sûr, on diminue que ce qui est dans la valeur d'ourlet. Hein. On diminue pas plus. Voilà. Et là, j'arrive au bout. Et comme ça, en fait, le fait de faire d'abord le pli à 3 cm et ensuite de rentrer l'excédent de tissu à l'intérieur,
Ça va vous permettre de faire un ourlet qui sera, hop, on va dire là on est à 1,5 cm. C'est la moitié de 3 cm tout simplement. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on a fini de réaliser l'ourlet. Donc, je termine d'épingler. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire des ourlets. Là, je vous montre vraiment une technique qui est parfaite pour débuter. Il y a des manières un peu plus propres de finir le bas de l'encolure. Ma grand-mère vous le dirait. Mais là, je fais avec cette technique parce que c'est la plus simple, à mon sens. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez plusieurs options. Ou votre ourlet est super régulier, vous avez vraiment on va dire la confiance. Donc, vous pouvez coudre sur l'endroit et vous allez coudre là à 2 mm de ce bord-là. Donc, à 2 mm au niveau de l'ourlet, bien sûr, hein, pour prendre toutes les épaisseurs en place. Ou alors, vous préférez avoir une ligne vraiment... comment dire, toujours parallèle à ce bord-là. Donc là, vous allez sur l'endroit et vous allez piquer à 1,3 mm de ce bord-là. 1,3 cm, pardon, de ce bord-là, vu que votre valeur d'ourlet est de 1,5. Donc, ça revient en fait à coudre à 2 mm de ce bord-là. Voilà. Donc vous pouvez changer les épingles de sens si vous voulez faire comme moi, donc bâtir sur l'endroit ou les enlever petit à petit. Moi je change juste les 3 premières et ensuite je vais les enlever au fur et à mesure. Voilà. Donc on va passer maintenant à la machine à coudre pour fixer notre ourlet. Donc tac. Au niveau des réglages, je suis toujours au point droit, 2,5 de largeur, de point. Et hop, je me positionne ici. Je vais faire mon ourlet sur l'endroit. Si vous êtes plus confortable, donc en suivant ce bord-là, vous le faites sur l'envers. Je conseillerais peut-être de le faire sur l'envers d'ailleurs pour débuter. Comme ça, vous êtes sûr, si vous êtes sur ce côté-là, de toujours prendre les 3 épaisseurs ensemble. Donc l'épaisseur ici et le buste. Voilà, c'est ça qui est important. Moi, sur mon tissu, comme il est un peu transparent, en réalité, je vois où se situe mon ourlet par transparence. Donc je sais que je vais réussir à prendre toutes les épaisseurs ensemble, tout en ayant une ligne très, très régulière. Moi, j'ai une gradation qui est ici pour le 1,5 cm. Donc là, je vais coudre à 1,3 cm. Et je vais plus le faire au visu. Je ne vais pas déplacer mon masking tape. Donc voilà. Je fais mes points d'arrêt. Et je vais donc coudre mon ourlet. J'enlève bien sûr là les épingles. C'est hyper important d'enlever les épingles quand on fait l'ourlet parce que votre aiguille ne va pas pouvoir passer dessus. On laisse le point à 2,5. Vous pouvez l'agrandir à 3 par exemple. Mais ou 3,5, je crois que ça passe encore. Moi, je le laisse à 2,5. C'est purement décoratif ensuite. Vous
vous pourrez faire des tests et voir ce qui vous plaît le mieux puisque ça va être une couture qui va être visible sur l'endroit. Et j'aurais dû mettre mon petit pied d'entraînement parce que sur les puffs, il y a un pied là, j'aurais dû le mettre. Ça va bien entraîner le tissu. Parce que cette viscose est en effet un peu fuyante. Tac. Et donc là, si je peux avoir un conseil, faites en sorte que l'ourlet, il dépasse pas dans ce sens, vous voyez, parce que sinon vous allez le voir. Faites bien attention à ce que l'ourlet soit bien caché. Et une fois que j'arrive au bout de mon tissu, je fais mes points d'arrêt. Tac. Et je vais ensuite couper. Alors, j'ai rajouté ce qu'on appelle un pied à double entraînement. Donc ça, c'est sur ma machine. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir... c'est pas un accessoire. C'est vraiment quelque chose qui est intégré à la machine. Donc c'est cette chose-là, en fait, qui va permettre de vraiment agripper le tissu en haut et en bas. Et ce qui fait qu'il va toujours rester très droit. Donc ça, c'est une option proposée par ma machine PFAF, tout simplement. Et je crois qu'ils en ont pas mal. C'est un peu dans leur ADN, en fait. Quand ils vendent leurs produits, c'est un peu leurs arguments de vente. Ce fameux pied d'entraînement différentiel, je crois que c'est ça le terme. Je sais plus exactement. Hop. Et donc là, j'ai fini mon ourlet. Et une fois qu'on finit un ourlet, ce qui est très important de faire, c'est bien sûr de le repasser. Donc on reprend la Jeannette et on va repasser l'ourlet. Donc l'ourlet sur l'endroit, ça donne ça. Donc c'est juste une couture, hein. Voilà. Et sur l'envers, ça donne ça. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement repasser notre ourlet. Tac. Ah, il y a Nadia qui nous dit « J'ai tellement réfléchi ce matin sur le fourreau que je l'ai fait sans réfléchir. » Ouais, si c'est instinctif, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez, j'ai mon ourlet du bas qui est fait. Et on va reproduire exactement les mêmes étapes sur l'ourlet de la manche. Donc pour cela, on va prendre... Alors l'ourlet de la manche, je l'ai fait ici pour que vous voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est un ourlet de manche. Donc c'est exactement la même chose, hein. Ça, c'est sur l'endroit et ça sur l'envers. C'est la même chose, sauf que là, on est en rond. Et on est sur un morceau qui est fermé. C'est pour ça que je vous recommande quand même cette petite Jeannette pour les ourlets de manche. Vous allez prendre la manche donc sans ourlet et vous allez la passer sur l'envers, comme ça. Et en fait, la Jeannette va vous permettre de rentrer
votre bas de manche et de pouvoir faire votre ourlet plus facilement, vous voyez. Enfin, je trouve que c'est assez pratique. Et du coup, là, sur l'ourlet, vous pouvez faire un ourlet d'une valeur de 3 cm ou 2 cm. Donc, si vous avez choisi 3 cm, c'est exactement pareil que sur le modèle précédent. Donc, au niveau du bas du vêtement. Moi, je vais le faire de 2 cm sur les manches. Voilà. Comme je suis un peu grande, je trouve qu'il est un peu plus prudent sur le patron de faire du 2 cm en tout cas. La longueur est meilleure pour moi. Donc si vous faites 3 cm, vous marquez le fer de 3 cm. Si... Oui, ben voilà, on a une question. Si en essayant la manche semble un peu courte, on peut réduire la valeur de manche. Oui, et c'est ce que je vais faire. Voilà, moi je fais un ourlet là. Premier pli, c'est 2 cm. Donc je le marque au fer tout le long. Donc là, j'ai fait un ourlet de 2 cm. Et ce que je vais tout simplement faire ensuite, c'est rentrer donc mon ourlet. Alors attention à bien respecter le sens de la marge de couture, ce que j'ai pas fait au tout début. Et là, je vais replier donc mon ourlet sur 1 cm, puisque 1 cm, c'est la moitié de 2 cm. On fait beaucoup de maths quand on fait de la couture. Et comme pour le premier, hein, on va repasser et épingler. Donc je rentre ici l'excédent de tissu. Alors on ne fait pas de surjet pour les manches. Enfin moi je trouve que c'est pas nécessaire puisque du coup avec l'ourlet, le bord à vif va être caché. On va pas le voir, donc j'ai pas fait de surjet au bas de mes manches. On peut le faire si votre tissu vraiment s'effiloche et que ça vous gêne pendant la couture. Donc là c'est du confort de couture. Vous pouvez surjeter au tout début, mais là en tout cas pour ce type d'ourlet, c'est pas nécessaire. En plus je trouve que le surjet, des fois on a tendance à le voir à travers les tissus peu opaques comme le mien. Et là je sais que ça tombera bien. Donc hop, là j'ai marqué tout mon bas d'emmanchure. Donc vous voyez. Si la manche est trop longue à l'inverse, on coupe d'abord le tissu en laissant de quoi faire un ourlet normal de 3 cm. Oui, je vous conseille effectivement plutôt cette solution, parce que si vous faites un ourlet, disons, de 4 cm, votre couture ensuite, elle va se retrouver déjà à 2 cm du bord, etc. etc. Et du coup, moi je trouve que plus les coutures sont rapprochées du bord, moins elles se voient. Si vous faites une couture ici, ça va pas être super esthétique. Ok, oui c'est ça, je le rentre à l'intérieur, c'est exactement ça. Si vous voulez, le surjet, là, il est bien à l'intérieur, contre le pli, en fait, ici. C'est exactement ça. Hop. Et je vais passer à la machine à coudre. Alors, vous pouvez ici avoir deux cas de figure. Soit votre bas de manche est plus large que votre bras de machine à laver, c'est-à-dire qu'il fait plus de 28 cm. Et là, vous pouvez enfiler le bas de manche comme ça pour le coudre. Donc vous enfilez dans le bras de la manche pour le coudre. Soit, comme pour le patron Jade, comme c'est un bas de manche qui est droit et qui n'est pas forcément resserré ou trop large, là, ça passe pas sur ma machine. Après, ça peut passer sur la vôtre. Ça dépend de la largeur de base de votre bras de machine à coudre. Voilà. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc... Je vais essayer de m'approcher pour vraiment vous montrer. Vous allez... Alors, vous pouvez retourner... alors moi, comme je vous ai dit, je le fais sur l'envers.
Je couds sur l'endroit, mais si vous voulez coudre sur l'envers, donc vous prenez votre manche et vous la repassez sur l'endroit. Et donc là, vous récupérez votre ourlet et vous allez tout simplement donc placer votre ourlet ici. Donc vous prenez qu'un seul côté de l'ourlet, vous avez votre manche là, l'arrondi de la manche, et vous allez coudre ici, donc tout le long, à 2 mm de ce bord-là replié. Voilà, vous cousez tout le long. Si vous voulez coudre sur l'endroit comme moi, vous pouvez donc garder votre manche sur l'envers comme ça, et on va coudre. Donc c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'on change le sens de la manche. Et je vais coudre moi à 8 mm du bord du vêtement, pour être sûr que mon ourlet soit vraiment toujours parallèle à la ligne extérieure du vêtement. Voilà. Donc, je positionne mon aiguille, je vérifie. Hop, je décale un petit peu mon vêtement. Et je suis toujours au point droit, hein, 2,5 mm. Je fais mes points d'arrêt. J'aime bien commencer au niveau des coutures de la manche. Donc ça, c'est la couture de côté. C'est donc ce qui va se trouver le moins visible. Donc moi, je commence toujours mes points d'arrêt au niveau de la couture de côté. Voilà. Et ensuite, je vais passer en avant. Et on va coudre tout le long. Alors vous voyez, je ramène le tissu vers moi et je fais en sorte que vraiment, il n'y ait pas deux tissus qui se prennent ensemble. Hein. Vous avez toujours qu'un seul tissu sous le pied de biche. Vous voyez, je fais bien glisser la manche vers moi. Vous voyez, tac. Et on va pas tarder à arriver au niveau de l'extrémité déjà cousue, donc qui est là. Tac. Et là, l'idéal, c'est de se faire bien se rejoindre les lignes. Et on fait ses points d'arrêt. Ensuite, alors moi, pour les fils d'ourlet, généralement, je les coupe au ciseau. Et donc au plus près de la couture, plutôt que de les couper sur le côté de la machine. Ça vous permet vraiment de couper au plus près et de ne pas avoir de fil disgracieux ensuite. Voilà. Et le résultat, ça c'est sur l'envers. Alors, est-ce que je vais mettre un hashtag grâce au live? Vous pouvez utiliser le hashtag blouse jade ou alors le hashtag Apolline Patterns. J'ai pas fait de hashtag avec un live parce que j'ai peur que Apolline Patterns plus live plus court, ça soit très long à retenir. Là, vous voyez, j'ai des petits fils. En fait, c'est le tissu qui s'est effiloché à l'intérieur de l'ourlet. Donc ça a été pris dans la couture, je les enlève, c'est tout. Hein. Voilà. Et ici, c'est donc le résultat. Ça, c'est sur l'envers. Et si je passe ma manche sur l'endroit, tac. Donc voilà. Et on va bien sûr maintenant repasser notre ourlet avec la Jeannette qui est là. Je lis bien vos petits messages qui sont super gentils. Je suis contente si ça vous plaît de voir voilà, toute cette couture en direct. C'est vraiment quelque chose... je me dis qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent. On pourrait faire ça sur plusieurs patrons Apolline, plusieurs types de patrons. Ça pourrait être super sympa. Et d'après les premiers retours que j'ai sur ces lives, j'ai l'impression que ça pourrait aussi vous aider parfois à passer le cap de coudre telle ou telle pièce. Donc j'y pensais notamment pour peut-être commencer avec un pantalon, on va dire facile, qui serait gabin. Faire un live avec gabin. Alors je vous dis pas que c'est dans les 2-3 prochaines semaines, mais faire un autre live couture d'un vêtement, ça pourrait être cool. Et donc voilà, là mon ourlet, il est finalisé.
Donc il faut bien sûr le refaire hein, sur la deuxième manche. Et là, la blouse, elle est terminée ou presque. Donc la dernière chose qu'on a besoin de faire, alors moi j'ai un petit souci parce que j'ai pas trouvé de boutons encore pour cette blouse. Donc je peux pas vous montrer les boutonnières. En revanche, il y a un cours vendredi, je sais plus l'heure, sur les boutonnières justement. Donc vous pouvez regarder ce cours. Mais surtout, je voulais vous dire que pour la blouse Jade, comme l'encolure est assez grande pour passer la tête, vérifiez quand même, vous n'avez pas besoin de coudre des boutonnières. C'est-à-dire que vous allez pouvoir coudre des boutons décoratifs. Alors, comment ça se passe au niveau de la patte de boutonnage? Généralement, on superpose la droite sur la gauche. Donc quand je dis la droite, c'est quand le vêtement il est porté. Hein. Donc on superpose la patte de boutonnage droite sur la gauche, donc ce que j'avais fait. Tac. Et ce que vous pouvez faire pour cette blouse Jade, si vous n'avez pas envie de faire de boutonnière et puis si vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir vos boutons tout le temps, c'est tout simplement... Alors je voulais trouver un petit bouton qui serait un peu raccord niveau couleur, quand même. Pourquoi pas mettre des boutons avec le même tissu? Alors en fait, c'est que j'ai une petite idée en tête sur les boutons. Je ne sais pas si vous aviez vu les boutons de cette blouse-là, Jade. C'est des petits boutons avec des petites étoiles comme ça. Et en fait, ma mercerie de quartier, donc dans le 17e, elle a exactement les mêmes en bleu. Donc en fait, j'attendais de repasser à la mercerie pour les acheter en bleu. Voilà pourquoi je ne fais pas faire des boutons recouverts, mais effectivement, ça aurait pu être une solution. Donc là, je vais coudre un bouton comme ça pour vous montrer ce que vous pouvez faire donc, sur toute la longueur. Je vais faire un peu de place. Donc je vais prendre une aiguille et du fil. Hop, hop, hop. Mon fil s'est coincé dans mon bras de machine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici une aiguille à coudre hein, et du fil. Donc on passe l'aiguille dans la tête, le fil pardon, dans la tête d'aiguille. Et alors moi je fais un petit nœud au bout. Voilà, je fais un nœud classique quoi, pour éviter que le fil ne sorte de la couture. Ça s'appelle la mercerie des Demoiselles dans le 17e. C'est une devanture rose, comme par hasard. Et donc là, alors vous prenez bien les repères, que je dise pas de bêtises. En fait, moi j'attends une espèce de règle à boutonnière et je vous montrerai le principe. Mais en gros, c'est une règle qui s'étire. Donc vous allez étirer, ça va faire des zigzags comme ça. Et en fait, vous étirez cette règle et elle va vous dire pour que vos boutonnières soient d'égale distance selon la longueur de votre blouse, il faut poser un bouton ici, 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 ici. Voilà. Non, je coupe pas les boutons à la machine. J'ai essayé sur un précédent live, alors ça a été un demi-succès. Mais en fait, j'aime bien coudre à la main aussi, ça me détend pas mal. Je trouve que ça permet de bien finir un projet. Et voilà, j'aime bien prendre ce temps à la main justement où voilà, je suis pas forcément dans la rapidité, dans le rendement et juste dans la couture. Et donc, alors ce bouton, c'est un bouton comme ça qui a donc 2 trous. Donc là, j'ai mes 2 pattes de boutonnage superposées. Je positionne mon bouton. Donc je passe par l'envers hein, ici pour positionner mon bouton. Donc je suis passée dans le premier trou ici. Hein. Hop. Et ensuite, hop, donc je vais faire plusieurs allers-retours donc pour coudre le bouton quoi, tout simplement. Donc ça vous pouvez le faire, moi je vais pas coudre trop puisque je vais enlever le bouton et ensuite vous finissez avec un nœud. Donc ça c'est une option. Effectivement il n'y a pas de boutonnière puisque il n'y avait pas de boutonnière sur le patron initial. Donc je vais vous montrer sur celui-là.
l'écart entre mes boutons, c'est 7 cm. Donc le premier, il est positionné, je le mettrai un tout petit peu plus haut. Donc il est positionné à 2 cm ici. Et ensuite, c'est un écart de 7 cm. Vous pouvez positionner à 2,5. Voilà. Et chaque bouton, c'est 7 cm. Et à la fin, vous avez ça qui n'est pas boutonné. Personnellement, ça ne... Voilà. Je laisse toujours un petit peu de marge sans bouton. J'aime pas trop, comment dire, boutonner jusqu'au bas. Bon, voilà. Voilà. Donc vous pouvez faire le premier. Vous voyez, moi je l'ai remonté, il est à 2,5 cm. Et ensuite l'espace, c'est 7 cm. Et il faut 7 boutons, c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 boutons. Et avec le col Claudine, oui, je vous conseille de mettre un bouton ici parce que ça va bien maintenir le col côte à côte. Et si vous avez le col Claudine sans patte de boutonnage, du coup, vous n'avez pas de bouton. Vous pouvez les mettre décorativement, mais ce sera peut-être un peu bizarre. En tout cas, je suis trop contente que ça vous ait plu ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je voudrais vous montrer, alors forcément, il n'y a pas les boutons, tout ça, hein, mais je voulais vous montrer donc, le résultat. Donc on a bien ici les petites fronces, on aura ici les boutons, vous avez votre encolure qui est finie au biais. À l'arrière, vous avez aussi l'empiècement avec le petit jeu de fronces qui est super sympa. Donc toujours un petit rappel des fronces, encore une fois, au niveau de la tête de manche. Et ensuite, on est sur une blouse vraiment qui se porte tout le temps, quoi, en toutes circonstances. Moi, j'adore le patron Jade parce que justement, il se porte avec tout, au bureau, pour faire les courses, tout ce que vous voulez, quoi. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres modèles. Alors, pardon. Je vais reprendre les premières questions. Si les manches sont trop courtes, comment fais-tu? Ajouter un bout de tissu pour compléter. Alors, si elles sont trop courtes, de manière générale, si vous n'avez jamais cousu un patron et que vous êtes un peu grande, donc un peu grande, c'est au-delà de 1m70, 72, je vous conseille toujours de rajouter 5 cm au niveau du bas des manches et du bas de la blouse. Si jamais c'était trop court, effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est... Donc là, vous imaginez, vous avez le bas de votre manche ici. Vous pouvez effectivement rajouter 3 cm de tissu. Donc vous prenez une bande qui fait la longueur de votre bas de manche. Et en largeur 3 cm ou 2 cm, enfin la valeur d'ourlet que vous souhaitez. Comme ça, ensuite vous allez... Donc je vais essayer de... Je vais couper une bande de 3 cm. Tac. Pour vous mimer le truc, donc vous avez le grand morceau qui est votre bas de manche et le petit c'est l'ourlet. Donc on va épingler cet ourlet tout le long du bas de la manche. Donc il faut assembler ensuite, faut que vous assembliez votre ourlet pour qu'il fasse lui aussi un rond. Vous n'êtes pas obligé là d'utiliser des coutures anglaises, hein. Vous pouvez les assembler avec des coutures simples puisque de toute façon ce sera dans la couture ensuite de l'ourlet. Donc vous voyez, vous allez, une fois que c'est assemblé, vous allez avoir ce tissu là. Donc vous allez ici repasser de sorte que, vous voyez, on voit rien du tout sur l'endroit puisque la couture elle est au niveau du bas de la manche. Et ensuite vous avez marqué votre repli d'ourlet et vous allez tout simplement là aussi replier votre valeur. Et là, vous avez gagné 3 cm d'ourlet en fait. Donc ça peut être une solution. Et y aura-t-il d'autres vidéos sur d'autres modèles? Il y a encore 2 vidéos live qui sont prévues sur des sujets différents. Non, il y a 3 vidéos. Il y en a une vendredi qui est un cours de couture avancé où je vais parler des boutonnières notamment et différentes façons de finir son vêtement pour des belles finitions. Il y a un autre live qui est prévu lundi
qui va être sur les vêtements doublés. Je sais plus si c'est lundi ou mercredi, mais il y a 2 lives. L'un sur les vêtements doublés et 2 sur les ajustements de morphologie, notamment si on est trop grande, si on est plus petite, si on veut... Enfin, il y a plein de petits ajustements, même d'aisance, si on veut. Voilà, je vais évoquer tout ça. Et je suis en train de réfléchir là pour la fin de novembre à faire quelques petits sujets de live aussi. Et couture d'autres vêtements, oui, je pense que je vais réitérer l'opération, pas dans le mois qui suit parce que c'est un travail assez conséquent. Du coup, comme je suis en train de développer d'autres choses, voilà, je vais espacer dans le temps. Mais oui, il y aura d'autres cours en live comme ça de couture. Voilà. Et je prends vraiment vos remerciements, ça me fait vraiment super plaisir que ce soit utile et surtout que ça vous permette de passer quelques peurs. Voilà, donc je suis contente que ça vous plaise. Quel livre conseilles-tu pour des débutants qui souhaitent se perfectionner? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'ai pas de référence. Je dirais, enfin moi j'ai pas appris avec des livres pour me perfectionner. Généralement je prenais des patrons et j'essayais de... En tout cas les patrons... Bon après vu que moi j'achète peu de patrons et je fais avec Apolline, mais comme j'essaye toujours d'avoir ce souci de finition, en fait je trouve que en cousant par exemple des patrons Apolline, on apprend en fait de nouvelles techniques pour justement avoir de belles finitions. Mais en termes de livres vraiment théoriques sur comment faire de belles finitions, comment s'améliorer, comment apprendre de nouvelles techniques, j'ai pas de référence. Vous pouvez avoir une encyclopédie de couture, la mienne c'est aux éditions Flammarion. Et du coup, ça va vous apprendre des techniques. Donc vous pouvez les faire pour les tester à partir de ce livre. Mais sinon, je trouve que c'est plus facile d'apprendre avec un patron parce que du coup, toutes les pièces sont déjà aux bonnes dimensions. Et vous n'avez pas à patronner un col avant d'apprendre la technique qu'on va vous décrire dans l'encyclopédie de couture, par exemple. Voilà. Quel patron suggères-tu une fois celui-ci terminé ? Alors, vous pouvez, si vous aimez bien les blouses, peut-être poursuivre avec Lola. Lola, c'est un patron avec des festons. C'est pas un patron qui est compliqué à assembler. Va y avoir des coutures anglaises, va y avoir le système de parmenture qui peut être pas mal à apprendre. Donc Lola, c'est pas mal. Après, c'est une robe droite ou une blouse, au choix. Mais du coup, ça permet de pas avoir, de vraiment concentrer les efforts ici sur l'encolure et de ne pas trop ensuite rajouter de la difficulté avec un bas de robe un peu compliqué, etc. Donc Lola, c'est une bonne idée. Vous avez aussi le patron Esme qui peut être intéressant. Donc c'est toujours une blouse. Esme, elle a un petit col victorien. Donc ça peut vous apprendre à monter un col. Et ensuite, vous allez retrouver la technique des empiècements, justement. Et il y a une petite manche froncée en option. Vous avez 2 options. Donc ça peut être une deuxième cousette pas mal. Vous pouvez avoir Gabin aussi, qui est un pantalon, mais sans fermeture éclair. C'est une taille élastique. Voilà pour les 2-3 projets que vous pouvez faire après Jade. Peut-on coudre Lola avec du velours côtelé ? Je pense pas que le velours côtelé prenne bien les festons. Vraiment, pour le choix du tissu pour Lola, il faut que votre tissu fonctionne avec les festons. Donc si vous avez un doute, vous coupez, on va dire, un rectangle de tissu, vous le placez endroit contre endroit, vous dessinez un feston et vous le cousez. Vous enlevez les marges de couture. Enfin, il y a toute une vidéo sur les festons, la couture des festons pour Lola. Vous répétez ces étapes. Et si le feston, une fois retourné, il marque bien, c'est que le tissu est approprié. Si ça marque pas du tout, c'est une galère et que vos festons vont pas être jolis, moi je couperai pas mon tissu dedans. Je pense qu'un velours lisse, déjà ça passerait mieux pour Lola. Je pense que ce sera plus facile à travailler. Voilà. L'encyclopédie de la couture pour les techniques, mais les lives c'est plus convivial. Ouais.
c'est vrai que bah, c'est plus dans l'échange, quoi, ce qui est bien. Les A0, non, pour les patrons, ce sera pas envisageable. En fait, pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que déjà, je vends des pochettes. Donc, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je comprends qu'on veuille toujours payer moins, les patrons, mais pour moi, c'est pas... Voilà, on parle de 1 euro, en fait, parce que sur certains patrons, ça dépasse le A0, en fait. Par exemple, sur Taylor, il y a 2 planches. Donc, si vous additionnez tous les coûts, ce sera pareil. L'autre solution, c'est aussi la lisibilité de l'offre. Parce que si je propose du PDF A0, du PDF A4, du pochette, les gens vont se dire mais c'est quoi tous ces formats? Voilà, donc c'est un arbitrage que j'ai choisi. Donc il n'y aura pas de A0, en tout cas chez Apolline Patterns. Si on fait une fausse boutonnière et qu'on coud simplement des boutons, doit-on mettre du thermocollant? Moi j'en utiliserai quand même parce que en fait ça va avoir aussi pour effet pas juste de faciliter la boutonnière mais de tenir un peu la pâte de boutonnage, surtout si vous avez un tissu un peu souple. Le bouton ça a un certain poids et donc quand vous en avez 7 ça va avoir du poids et donc le risque si vous avez un tissu qui est pas hyper solide c'est que votre tissu tombe un peu sur le devant ou s'affaisse par moment alors que le thermocollant va un peu enlever cet effet. Les pochettes, c'est la vie, en plus c'est joli. Oui, et puis en fait, j'ai vraiment pensé les pochettes de façon à ce que vous puissiez rentrer votre patron, rentrer vos calques si vous en utilisez, rentrer vos instructions. Enfin, c'est vraiment une pochette qui a la bonne taille pour faire tout ça et pour conserver vraiment de manière rangée vos patrons parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, les PDF que j'assemble, parce que je fais beaucoup en phase de développement des collections, c'est Bagdad quoi. Il faut vraiment être super rigoureux parce qu'on perd une pièce et puis on se dit que de toute façon on peut la réimprimer. Donc voilà. Si on fait... Donc, est-ce que la jupe loup peut être réalisée courte? Oui, elle peut être réalisée plus courte. Vous pouvez, si vous voulez une longueur dessus le genou, retrancher 10 ou 15 cm, vérifiez quand même. L'important, c'est juste que vous enleviez en longueur, donc sur le tissu principal, et sur la doublure, tout simplement. J'ai prévu de faire une Lola avec une viscose. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible pour le patron Lola. C'est une bonne association. Moi, j'ai fait une robe cet été justement en viscose pour Lola. J'avais juste doublé la partie jupe, je crois, parce qu'elle était un peu transparente. Ce qui est pas mal, c'est de mettre un thermocollant quand même au niveau des festons. Ce qui va permettre de vraiment faire bien se tenir les festons. Ça va rigidifier votre viscose et les festons vont bien se tenir. Donc vous pouvez utiliser de la viscose, mais entoiler avec un entoilage léger. C'est un entoilage pour tissu léger. Vous pouvez chercher chez Rascol par exemple. Et ça va juste donner une petite tenue en fait à votre tissu pour des beaux festons. Voilà. Ben merci, je suis contente en tout cas que les pochettes vous plaisent parce que j'y passe... j'ai passé des mois et des mois dessus avant de trouver le bon format et voilà. Ce serait quoi le tissu idéal pour Lola? Moi j'avais fait une version de Lola justement avec les manches en dentelle. Elle est noire avec des manches en dentelle et c'est un tencel. Donc un tencel que j'avais trouvé chez Rascol aussi. Et franchement c'est un très bon tissu pour Lola. L'autre avantage du tencel c'est qu'il est très doux. Mais il est aussi responsable. C'est un des tissus qui demande le moins de produits chimiques ou de processus, voilà, en tout cas actuellement sur le marché. Je parle en tout cas quand on compare le tencel, la viscose, la soie. Donc le tencel c'est pas mal, c'est un petit peu plus onéreux. Donc si vous n'avez pas le budget pour du tencel, moi je trouve qu'en viscose c'est bien, ou crêpe de viscose. Mais justement, pour décider du prochain cours, je pense que je ferai des petits sondages. Par exemple, quel pantalon vous préféreriez? Est-ce que c'est Gabin? Est-ce que c'est Nino? Je dis au hasard. Pour la blouse, est-ce que vous préfériez Lola ou Esme? Et puis on verra un peu ce qui remporte les suffrages. Voilà.
En tout cas, super. Est-ce que la chemise Charlie peut être réalisée avec un coton un peu épais? Faut faire attention parce que Charlie, il a aussi des jeux de fronce au niveau des épaules et du dos. Donc il faut quand même que votre tissu soit un peu fluide. Moi, j'ai fait des Charlie en gaze de coton, j'en ai fait en satin de coton. Je pense que c'est des cotons avec un bon poids. Un piqué de coton, par exemple, ça marchera pas. En revanche, une flanelle, ça peut être super sympa. Voilà. Alors, est-ce que le tencel c'est facile à coudre et est-ce que c'est fluide? Le tencel c'est assez fluide, oui. Moi je trouve vraiment que ça ressemble à de la viscose, un tout petit peu moins, mais un tout petit peu moins fluide, pardon. En revanche, du coup, comme c'est un tout petit peu moins fluide, je trouve que c'est beaucoup plus facile à coudre que de la viscose. Donc ça c'est bien. La version A0 serait plus convenable pour les clients internationaux. Oui, je comprends. C'est vrai que j'ai pas encore en fait vraiment pris le pas de l'international. Si vous regardez, mes patrons ne sont pas tous traduits en anglais ou dans d'autres langues. C'est quelque chose qui va être en développement. Mais voilà, j'ai pas encore. Mon entreprise, elle a 1 an. J'ai pas encore développé l'international, je vous avoue. Avez-vous des boutiques de tissus à Paris à nous conseiller? Je suis une mauvaise élève. En fait, au début, j'allais à Montmartre, donc marché Saint-Pierre. Et franchement, je trouvais jamais rien. Parce qu'ils ont beaucoup de choix, peut-être trop. Et c'est des matières souvent unies ou des imprimés un peu vieillissants. Et beaucoup de synthétique aussi. Et je trouvais pas forcément chaussures à mon pied. Maintenant, je commande en fait. Je pense que je vais jamais dans des magasins de tissus. J'aimerais bien aller chez Léonie Pic dans le 15e, pardon, à la fin du confinement. Je sais qu'on a le droit, mais bon, j'ai pas envie de me déplacer forcément en cette période. Elle fait des tissus un peu responsables, donc j'aimerais bien aller voir. On m'a parlé d'un magasin, mais on n'arrive pas à retrouver le nom, donc la localisation, dans le quartier Sentier, parce que vous avez pas mal de tissus. C'est vraiment à l'arrêt, Sentier, je crois. Vous avez Toto pas très loin, et puis quand vous prenez la rue, comme pour aller chez Cézanne, vous avez pas mal de magasins de tissus ici qui sont plus tournés vers les professionnels, mais vous pouvez y acheter au mètre en tant que particulier, donc il n'y a pas de souci. Quel tissu utiliser pour Portofino? Portofino, je trouve que c'est pas mal en viscose aussi, vous pouvez le faire en tencel. Il y a des versions qui sont assez sympas en broderie anglaise, notamment pour sa version top. C'est très estival, donc c'est super sympa. Vous pouvez utiliser de la pro viscose aussi. Moi j'ai des versions de Portofino en pro viscose, on en trouve chez Pretty Mercerie, qui sont vraiment super sympas et super agréables à porter. Plutôt en version top, ou alors doublé pour la robe, parce que c'est quand même un tissu pas très opaque. Voilà. Et voilà pour Portofino. Effectivement, sur les patrons qui sont traduits en anglais, il y a le format US Letter, donc ça marche parce que j'ai une de mes testeuses qui vit au Canada. Donc je fais le US Letter aussi testé par elle. Pourriez-vous nous faire un tuto pour de jolis chouchous? J'aime pas trop coudre des accessoires, j'en ai jamais fait, ça m'intéresse pas trop et je sais qu'il y en a plein qui le font, donc non, il n'y aura pas de live ou de tuto chouchou, je suis désolée. Mais on peut pas tout faire, voilà. Ok, bon bah en tout cas, merci pour toutes vos questions, merci pour votre présence sur le live. Je suis contente qu'on ait pu coudre ce patron ensemble et puis bah, je vais vous laisser et vous souhaiter une belle fin de journée fériée. Je suis en train de triturer mes tissus là, c'est une catastrophe. Et puis on se dit à la prochaine. Le prochain live c'est vendredi. Faut que je repartage l'heure parce que je l'ai plus en tête. Mais c'est un cours tout niveau où on va parler notamment des boutonnières et des finitions intérieures possibles pour un vêtement. Je vais vous montrer plusieurs de mes vêtements, sachant qu'on fera un cours focus sur les vêtements doublés la semaine prochaine. Et ça va être assez chouette. Je vais ressortir tous mes vêtements doublés pour vous montrer un peu comment on peut faire, comment une doublure ça se conçoit, etc. etc. Voilà. Ok. Ben, merci à vous d'être là.
Au revoir tout le monde. À bientôt.